Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de coaching, va parler de posture et pour vous mettre en situation, hier j'étais à un stage qui était orienté vers le karaté ou en tout cas tout ce qui est associé à la fédération de karaté. Et c'était un stage coaching, alors coaching dans le sens karaté, c'est-à-dire celui qui va amener l'athlète sur la compétition et va l'encadrer pendant ce laps de temps. Le coach peut être l'entraîneur ou le coach peut être vraiment une personne qui est spécialisée à un moment donné pour la compétition. C'est pas forcément l'entraîneur, j'avais trouvé la nuance assez intéressante. Néanmoins, on a dans cette posture de coach beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on connaît nous dans la posture de praticien. D'ailleurs, et aujourd'hui je suis un peu moins sûr quand je raconte cette histoire-là, mais il semblerait que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, issu notamment du boulot de Dils, donc de la PNL, sur le coaching, ce qu'on appelle nous en général du coaching, serait issu du monde sportif. Et on a juste repris la sémantique parce que c'était celui qui amène son expertise, son orientation, etc., etc. Ce qui est assez intéressant pour moi, c'est de voir dans le monde des arts martiaux, et là en l'occurrence on avait une athlète qui était juste hallucinante, qui avait fait plusieurs fois champion du monde, championne d'Europe, qui a participé aux seuls Jeux Olympiques alors à Tokyo où le karaté était admis, donc elle a eu cette chance-là, elle a été donc athlète de haut niveau, etc. Puis on a eu un autre spécialiste qui lui gère plutôt les compétitions et l'attitude justement des coachs, etc., etc. Ce qui fait que moi qui n'a jamais eu de coach, j'aime pas être coaché dans le monde du sport et des arts martiaux. Et j'ai fait mes premières compétitions et encore aujourd'hui sans que personne soit dans mon coin à me dire quoi que ce soit parce que de toute façon c'est pas mon délire. Euh, Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est de voir, parce que eux pensent au niveau, et là vraiment c'est quelque chose qui est un peu différent de façon générale, et je sais que je l'avais vu en parlant avec des copains judokas qui ont un peu le même mindset. La fédé de karaté, on sent qu'ils veulent tirer des athlètes, et je vous rappelle un peu dans le sport, on prend les jeunes, on les tire au maximum, on tente de sélectionner les personnes qui vont être les plus performatives, et on souhaite, parce qu'il y a un gros delta inconnu, que leur corps et leur mental arrivent à une certaine maturité pour obtenir des titres au niveau senior, au niveau adulte, pour qu'il y ait des résultats. Du coup, ce qui était intéressant dans le séminaire, c'est d'entendre à quel point le coaching est devenu quelque chose d'hyper important. D'ailleurs, il y a des stages dessus. Euh, et à quel point c'est pointu, mais on se rend compte que la posture de coach, et j'ai bien aimé ce que disait Lamia, c'était en gros un métier. Donc on vient, nous, dans ce qu'on connaît dans notre domaine qui est l'accompagnement, et un métier où, en fonction de l'intention, alors on pourrait, d'ailleurs elle en parlait, hein, voir les objectifs en intention d'atteindre ces objectifs, donc il faut une définition d'objectif, va y avoir plus ou moins d'investissement du coach. Et rien que ça, j'ai trouvé ça très intéressant et amusant. Pour ceux qui ont fait beaucoup de compétitions dans plein de sports, on s'en fiche que ce soit les arts martiaux, euh, peut-être que vous alliez pour gagner, y alliez peut-être pour parce qu'il y a les copains, vous y alliez parce que vous voulez, moi par exemple, c'était parce que je voulais voir si je pouvais être fort, mais c'était pas forcément gagner, c'est me dire est-ce que j'arrive à passer ça ou à réussir ceci ou ça. Ça me mettait dans un état de stress de fou, etc., etc. Je pense comme beaucoup de personnes. Mais là, en gros, le coach qui va accompagner, et ça, moi à mon époque, il y avait peu ou pas, et là on voit le haut niveau, le coach qui est dans son métier accompagne un jeune athlète. Alors, il parlait beaucoup des très jeunes, voire des ados. Je pense que c'est la phase ado qu'il faut qu'on voit le plus. Ou si pour eux, leur athlète n'a pas la motivation, n'a pas l'énergie, et je l'ai entendu à deux, trois reprises par des échanges, de dire mais tu vas perdre du temps avec des gens comme ça. Tu vas perdre du temps à coacher des personnes comme ça. Et la mienne disait, bah, si la personne elle a zéro motivation, qu'elle est en compète juste comme ça, bah moi je m'assois et puis je dis rien, je fais rien, je le cadre pas en amont, etc., etc.
Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant à me dire, tiens, c'est amusant, c'est comme si nous, on avait quelqu'un qui venait en cabinet et qui, bon, est pas très chaude. Bah, c'est à nous de le secouer. Alors, bon, moi, je le secoue, mais vous, peut-être que vous avez des reflets empathiques, des trucs très cool, hein. Moi, je secoue. Et je tente de recadrer, à dire, bon, bah, je comprends que t'as pas envie d'être là, ou ça te saoule, ou t'as pas envie de toucher ça de toi, ou t'aimerais que ça aille vite, etc. On sait que quand on a des ados qui nous sont envoyés par des parents, c'est à nous de recadrer, à dire, mais tu viens pourquoi en réalité? T'avais envie de venir, il y a au moins quelque chose que tu veux taffer. Et souvent, c'est très très rarement les personnes où je dis, bon, bah, on fait rien, et puis on arrête tout de suite, on fait pas la séance, comme ça, tu te prends pas la tête. En général, tu trouves toujours quelque chose. Et c'est la même chose pour, j'imagine, un enfant qui va en compète, à moins que le club l'ait poussé pour dire, bah, tout le monde doit aller en compète. Moi, j'ai eu un prof en jiu-jitsu brésilien qui faisait ça. T'avais pas le choix, tu devais aller en compète. Bon, on était des jeunes adultes, donc c'était pas trop un problème. Mais quand t'es ado, bah ouais, d'ailleurs, oui, si, j'ai vu un copain qui vient d'ouvrir son académie et qui me dit, bah, moi, je suis un club compète. Si les parents ne veulent pas que j'emmène leurs enfants en compète, ils vont dans un autre club. Donc, il y a cet état d'esprit-là. Mais vous voyez, bon, bah moi, en tant que coach, je ne m'investis pas. Parce que l'athlète, le jeune athlète, l'ado, est pas dedans. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant parce que il parle d'un métier, mais pour moi, le métier, c'est qu'à un moment, t'as pas le choix, tu le fais. Alors, voyant l'expertise des personnes qu'on avait, je pense pas qu'il fasse rien, mais on voyait vraiment ce décalage. Par contre, si quelqu'un a des objectifs, etc., là, va y avoir quelque chose de très présent. Sauf que, et c'est là où je reviens sur la notion de posture, il y a quelque chose d'assez complexe. Parce que souvent, on va admettre que 90% du temps, ou 95% du temps, le coach est aussi l'entraîneur. Il y a aussi le sensei, le professeur, etc. Et le problème, c'est que Damien a parlé de posture, où bah, il faut créer un lien, rapport pour nous, alliance thérapeutique pour ceux qui sont dans d'autres systèmes, et on va créer une espèce de lien fort pour que on connaisse bien sûr le jeune, l'athlète, etc. Mais c'est souvent, et c'est le problème postural, aussi du social qui est fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'extra-scolaire, l'extra-sportif, pardon, à ce moment-là. Et cette notion du cadre qui est complexe, parce que si le sensei devient trop une personne sur laquelle peut se projeter l'ado, parce que problème à la maison, ou problème systémique, etc., il devient aussi une espèce de membre de la famille où il devient de plus en plus difficile, s'il y a la moindre erreur de la part de la posture du coach, de pouvoir critiquer, juger, sans qu'il y ait un retour potentiel, comme si c'était ton ami, comme si c'était quelqu'un qui était plus proche que un athlète, ton étudiant. Et c'est ce que je lui faisais remarquer, il y a souvent aussi le rapport contre-transférentiel dans la posture potentielle du coach, parce que va y avoir parfois des choses où le coach s'est retrouvé dans ce jeune-là, avec qui il a créé plus de liens peut-être qu'avec d'autres. Donc, et on l'a très souvent, ces fameuses déceptions dans les clubs de sport, moi je le vois beaucoup dans les arts martiaux, où il y a un athlète qui a été monté pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui part chez j'allais dire une entreprise, mais une autre académie, une autre firme qui va apporter peut-être plus d'argent, qui va sponsoriser, qui va promettre plus de choses, ou tout simplement parce que ce lien coach et athlète devient problématique. Parce que, et là on revient au mot métier qu'elle avait utilisé, il y a un moment, le coach est devenu plus humain ami que métier de coach, et se dire, non, en tant que professeur, je dois rester dans cette posture. Et je peux pas aller plus loin. Surtout avec les ados, parce que là, il n'y a pas cette capacité de différenciation qu'il peut y avoir avec les adultes, qui est souvent plus clean, où il peut se créer d'autres rapports. Mais chez les ados, c'est très complexe. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette ambiguïté dont elle faisait part, et je finirai sur un dernier élément, c'est que en plus, de mon point de vue, mais là, je suis complètement subjectif, moi, je suis allé en compète tout seul. Et dès 15 ans, 16 ans, j'allais tout seul. Je crois qu'hormis la première compète où on m'avait accompagné pour montrer un peu comment ça marchait, après, j'y suis allé tout seul. J'ai eu la chance d'avoir une mob. C'est aussi... je pouvais rouler avec ma petite truc qui pétarade. Et dans cette notion-là, j'ai l'impression qu'il y a une hyper présence, une hyper vigilance. Vous verrez, j'ai écrit, avant de faire ces vidéos, un article sur cette réflexion-là hier. Et... dans cette justement hypervigilance, on a l'impression que
l'athlète qu'on doit apprendre, on doit lui permettre à s'autonomiser, à s'habituer à aller en compète, eh ben, je trouve que le coach qui est ultra présent, et alors c'est aussi ce qu'on peut remarquer parfois dans de la thérapie, notamment avec, je vous parlais tout à l'heure de reflet empathique, dans des notions un peu gestaltiques, où on a l'impression que parfois il y a certains qui veulent fusionner avec, peut-être en stratégie thérapeutique, hein, mais avec leurs patients, partenaires, etc., pour amener une espèce de lien très fort. Eh ben, ou de surprotection, hein, de aie confiance ici, là tu peux te lâcher autant que tu veux. Eh bien, j'ai la même sensation d'étouffement potentiel qu'il peut y avoir entre un coach et un apprenant pour le surprotéger, pour le surpréparer, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que je me dis, tiens, c'est marrant, il y a aussi cette même stratégie potentielle en accompagnement, alors que moi, dans ma manière de voir cet élément-là, c'est sous tout le travail d'expertise qu'on tente de proposer, il y a un je m'en fous, il y a un j'ai de la distance. Parce que si je n'ai pas cette distance, bah, je vais me faire avaler par le résultat, je vais me faire avaler par plein de choses. Je vais avoir un rapport contre-transférentiel. Et j'ai trouvé que cette espèce d'aujourd'hui d'hyper professionnalisation assez jeune, parce qu'on veut des athlètes de haut niveau, et cet hyper investissement, s'il y a du potentiel, parce que c'est ça chez le jeune, voire même un étouffement, je trouve ça très étonnant et très complexe pour le jeune d'arriver à devenir un adulte autonome, parce que pour moi les arts martiaux et la compétition n'est juste qu'une transition pour t'amener à être un meilleur être humain, un meilleur adulte, ou en tout cas être prêt à être adulte, meilleur, regardez-moi, je suis meilleur de rien du tout, mais en tout cas j'arrive à gérer mon monde d'adulte. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé assez complexe et parfois un peu, dans ma sensation, hein, exagéré dans la posture proposée parfois par le coaching que j'ai pu voir hier. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.